Et l'invité du jour s'appelle Samira El Kadir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élue à la mairie de Mérignac, adjointe déléguée à la cohésion sociale, l'animation territoriale et la vie associative. On va reparler de cette énorme délégation parce que ça méritera quelques précisions quand même. Mais avant, Samira El Kadir, votre engagement en tant qu'élu au sein d'une municipalité, pour vous, c'était une chose naturelle, évidente, ça vous est tombé dessus sans que vous ne cherchiez rien, c'était un engagement évident pour vous Alors, l'engagement politique, non, c'est lui qui est venu à moi. Moi, Ouais. je suis à la base militante associative. Oui, voilà. Donc, j'étais sur Pessac avant. Et association de quel type ? Alors, c'était... j'ai travaillé pour l'ASSI, une association de solidarité pour tous les immigrés. D'accord. Et donc, j'avais monté un projet de médiation sociale, de médiation interculturelle, où, en fait, on accompagnait les femmes. Le projet s'appelait Femmes autonomes. Donc, j'accompagnais les femmes qui étaient les plus éloignées du système social sur les QPV, donc les quartiers politiques de la ville. Donc, avec déjà, on va dire, une fibre sociale Oui, tout à importante fait, et capitale pour vous. Voilà. Exactement. Et donc voilà, donc un engagement associatif plutôt fort dès mon plus jeune âge. Oui. Pourquoi vous avez été élevé dans une famille pour laquelle effectivement cet engagement était important, capital ? Oui, tout à fait. J'ai un grand frère alors qui est actuellement et qui est encore, qui était et qui est toujours président de l'ASTI Pessac, donc qui a beaucoup milité quand il était jeune. L'association pour le soutien à travers les immigrés. Voilà, c'est ça. Donc on a beaucoup milité avec SOS Racisme, Touche pas à mon pote, etc. Donc déjà dès le plus jeune âge, à 12 ans, j'étais déjà baignée dans ce milieu-là et j'ai grandi avec ça. Toute petite déjà, je m'y intéressais et donc beaucoup d'échanges, beaucoup de manifestations aussi à l'époque. Donc voilà, j'ai un peu grandi dans ce milieu-là, donc c'était un peu naturel pour moi de continuer dans le milieu associatif. Et à l'époque, Jean-Jacques Benoît, qui était le futur maire de Pessac, est venu à moi en me demandant si je voulais faire partie du conseil municipal. Et là, on se pose quand même forcément la question, parce que l'action dans une association et l'action en tant qu'élu, ça n'est pas tout à fait la même chose quand même. Non, c'est pas tout à fait la même chose. J'étais jeune, je démarrais ma carrière professionnelle aussi au CEID, le comité d'études et d'information sur les drogues et les addictions. Donc j'avais aussi toutes mes preuves à faire. Avec Jean-Michel Delille. Ah, avec Jean-Michel, d'accord. Voilà. C'est avant Monsieur Damad. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, du coup, j'avais toutes mes preuves à faire aussi au niveau professionnel, donc quand même beaucoup de travail. Et donc, ma première réaction a été non. De dire je veux pas, non. Alors d'abord je disais que j'avais pas le temps, que la politique ne m'intéressait pas. Et puis finalement le maire est revenu vers moi. Et puis il est revenu vers moi une troisième fois par le biais de Philippe Despujols, qui était lui à l'époque, il était adjoint à la politique de la ville et à la cohésion sociale, cette grosse délégation. On va en parler de la cohésion sociale, parce que c'est ce qui vous tombe sur les épaules aussi pour cette mandature à Mérignac. On va continuer avec effectivement votre engagement politique. Est-ce que vous avez découvert un monde plus complexe que ce que vous imaginiez, ou est-ce que ça correspondait à peu près à ce que vous pensiez ? Alors non, j'ai découvert énormément de choses. Alors quand on est militant associatif, on est de l'autre côté de la barrière et voilà, donc on a beaucoup d'interrogations, d'incompréhensions parfois quant à l'engagement. On reproche beaucoup de choses aux élus. Exactement, que ça va pas assez vite, qu'on n'a pas les financements, là, c'était pas la priorité, pourquoi, etc. Et là, vous vous êtes retrouvés de l'autre côté. Tout à fait. Et je me suis retrouvée de l'autre côté à la politique de la ville. Donc c'était quand même très intéressant. Donc c'était les QPV de Pessac, donc que je connaissais bien puisque moi j'ai grandi à la Châtaigneraie, donc je connaissais les codes, les personnes, les associations. Enfin, j'arrivais sur un terrain conquis quand même. On a fait de belles choses pendant 6 ans. J'ai été ravie de voir aussi comment ça fonctionnait de l'autre côté.
Et vous êtes rendu compte, du coup, de ce qui pouvait être des freins à la décision politique? Oui, vous avez mieux compris? Alors, j'ai mieux compris, mais c'est pas pour autant qu'on accepte certaines choses, notamment la lenteur, parfois administrative. Voilà. La notion d'urgence n'est pas tout à fait la même selon de quel endroit on est. Mais en revanche, on comprend mieux les histoires de subventions, de financement, on a une lecture un peu plus claire. Tout à fait. On a une lecture un peu plus claire et ça permet aussi d'expliquer aux associations sur le terrain comment ça se passe. Et c'est important de pouvoir effectivement avoir cette explication parce que très souvent les associations peuvent être en colère contre le temps, justement, les délais, le montant de subventions. Pas vraiment en colère, mais plutôt dans l'incompréhension. De se dire comment ça se passe et pourquoi on n'accède pas à telle chose alors qu'il y a tel besoin, etc. Donc quand on explique un peu les... Et puis quand on est militant associatif, j'imagine qu'on a le nez dans le guidon, qu'on est persuadé que la cause qu'on défend ou pour laquelle on milite est essentielle et primordiale. Et puis quand on devient élu, on se rend compte que peut-être il y en a beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. C'est un peu ça, il y a toujours la notion d'urgence en disant c'est moi le plus important quand même. Oui, mais en même temps c'est important et c'est ce qui anime aussi ces associations, de se dire que leur cause elle est noble, elle est importante et qu'il faut la défendre. Donc je pense que non, après il y a de la place pour tout le monde. Alors alors là on parle de Pessac et vous vous retrouvez aujourd'hui à Mérignac. À Mérignac, alors j'ai déménagé sur Mérignac en 2017. C'est logique alors. Et donc avec Alain Anziani on se connaissait bien puisque j'étais moi conseillère communautaire, j'étais à la Cube à l'époque, donc communauté urbaine de Bordeaux, qui est aujourd'hui la métropole. Et donc on se connaissait bien puisque Pessac-Mérignac, on était à côté, et donc on échangeait beaucoup. Et puis on échangeait aussi beaucoup par rapport à nos territoires respectifs. Et donc Alain Anziani m'a proposé de venir... De faire à Mérignac ce que vous faisiez à Pessac. Donc ma première réaction aussi a été non. Parce que je me disais que la politique c'était terminé. J'avais fait une partie aussi dans l'opposition à Pessac et bon, c'est pas la meilleure position, mais j'étais jeune maman à ce moment-là. Donc encore une bonne raison pour dire non. Voilà, c'est ça. Et puis Alain Anziani a insisté et puis finalement j'ai accepté. Je regrette pas. Et donc cette fois-ci, il m'avait confié l'éducation, donc le scolaire, le périscolaire. Et au fil du mandat, j'ai récupéré l'égalité femmes-hommes et j'ai récupéré la médiation et la prévention. La médiation sociale et la prévention. Donc des thématiques forcément qui me tiennent à cœur parce que j'ai toujours travaillé avec aussi. Celles qui vous concernent depuis que vous êtes toute petite en fait. Exactement. Et puis c'est vrai que dans ma profession aussi, il y a énormément de violence. Vous êtes clinicienne. Voilà, je suis psychologue, donc en centre de soins en addictologie. Et donc, il y a aussi énormément de violence dans ce milieu-là. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes aussi. J'ai accompagné beaucoup de femmes en situation d'addiction et de problématiques de ce genre-là, jeune maman, future maman, etc. Donc, voilà, la cause des femmes, c'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur et on travaillait déjà ensemble avec Marie Récalde sans que ce soit officiel. Et donc, quand elle m'a demandé de récupérer sa délégation, pour moi, c'était un vrai honneur parce qu'elle m'a fait confiance pour me passer ce flambeau qui est quand même très important. Avant de parler de votre nouvelle délégation, la cohésion sociale, l'animation territoriale et la vie associative au sein de la municipalité de Mérignac, revenons sur cette expérience donc d'adjointe chargée notamment de l'égalité homme-femme. Vous êtes rendu compte de tout le travail qu'il y avait à faire, pour ne pas dire chantier. Oui, alors j'étais pas adjointe, j'étais simplement élue. Chargée de, voilà, mais évidemment qu'on se rend compte de la charge de travail, j'en avais déjà conscience avant de l'accepter, cette délégation. On se rend compte de la charge de travail qu'il y a, de tout ce qu'il y a à mettre en place, et là aussi il y a une frustration du fait que ça n'aille pas assez vite parce que au niveau national, au niveau juridique, il y a aussi une lenteur qui fait qu'on ne peut pas avancer comme on voudrait l'avancer alors qu'on vit au quotidien des situations dramatiques. Alors parmi les situations dramatiques, on va rester un petit moment quand même sur l'épisode Chahinez, bien évidemment. C'est vous qui avez dû en partie gérer cette situation. On rappelle très très rapidement, c'est une femme qui a été brûlée. Enfin, c'est quelque chose d'absolument dramatique au pied de son immeuble. Elle était mère de 3 enfants. Oui, tout à fait. C'est vous qui avez dû gérer cette situation. Alors quand on est élu comme ça, qu'on se retrouve
dans cette situation, comment on fait? Alors en fait, donc moi j'ai géré surtout la partie avec les enfants. Mmh. Donc le premier appel que j'ai eu, c'était allô, est-ce que tu parles couramment l'arabe? Mmh. J'ai dit bah oui, je le parle couramment. Pour quelle raison? On m'a dit bah écoute, faut que tu te rendes au Burk, il y a eu un meurtre et c'est tout ce que je sais au départ. Vous partez dans l'inconnu. Donc je pars un peu dans l'inconnu, un mais peu en urgence. Voilà. Ouais. Sur la route, je rappelle quand même en demandant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on m'explique que c'est un féminicide. Et on me dit sur la fratrie. Alors pardon, mais déjà vous étiez chargé de l'égalité homme-femme? Non, pas du tout. Pas encore. Non, Okay. j'y étais pas du tout D'accord, encore. okay. Mais on travaillait déjà ensemble avec Marie Récad sur ces sujets-là. Et donc quand je suis arrivée et que j'ai vu, au départ, on m'a dirigée vers le corps, vers la personne. Et quand j'ai vu vraiment autour de moi les personnes qui étaient abasourdies par tout ce qui s'est passé, j'ai pas voulu aller rencontrer les personnes qui étaient déjà là auprès du corps sur le sol. J'ai dit non, je préfère garder ma tête saine et sans avoir d'image pour pouvoir m'occuper des enfants. Parce que à ce moment-là, vous arrivez sur une scène absolument que vous ne pouviez pas imaginer. Enfin, Non, j'arrive, il y a du monde partout, des gens qui pleurent, des cris, des professionnels, certains un peu perdus. Et donc vraiment une scène... et je me suis arrêtée en plein milieu et je me suis dit, si je veux garder la tête froide pour les enfants... Il faut pas que je vois ce qui se passe. Il faut pas que je vois ce qui se passe, voilà. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai été directement au château du Burk pour rencontrer les enfants. On m'a expliqué la situation et donc l'aîné qui avait 12 ans à ce moment-là... ça faisait 2 mois qu'il était en France et donc ne parlait pas le français. En tout cas, le maîtrisait pas suffisamment pour qu'il puisse comprendre ce qu'on lui dit. Et donc, on m'a demandé de discuter avec les enfants, leur expliquer que leur maman est décédée et que... Donc, sur le moment, alors, c'était période de Ramadan. Donc, du coup, l'aîné faisait le Ramadan. Donc, j'ai demandé à ce qu'on attende la rupture du jeûne, qu'il mange au moins quelque chose parce qu'il avait fait le Ramadan toute la journée. Parce que là, les enfants, à ce moment-là, ne sont au courant de rien, n'ont rien vu, se doutent de quelque chose ils se doutent de quelque chose. L'aîné se doute de quelque chose en me disant qu'est-ce qui s'est passé, en pensant que sa mère est à l'hôpital. Oui. Mais il se doute pas que la maman est décédée. Elle est morte au pied de l'immeuble. Voilà. Il se doute pas du tout que la maman est décédée. Donc, il pense que sa maman est à l'hôpital et que c'est pas très grave. Et donc, on a attendu de voir aussi où est-ce que les enfants pouvaient aller dans la soirée. Tout a été vraiment... c'était très, très long. C'était très, très long. Moi, j'étais sur les lieux un peu avant 19h. Et le temps qu'on mette tout en place pour les enfants, je suis rentrée chez moi à 1h30 du matin. Comment on trouve les mots? C'est difficile. Et puis, alors... moi, je parle couramment l'arabe, mais alors eux sont d'origine algérienne, moi je suis d'origine marocaine, mais la région d'où ils venaient, on se comprenait, il n'y avait pas de souci. Mais moi, je suis née en France et même si ma langue maternelle est l'arabe, c'était difficile pour moi de trouver les mots justes pour des enfants dans cette langue-là. Déjà, quand on parle tout à fait la même langue exactement, c'est compliqué. Oui. Alors quand en plus il y a ce petit écart de langage. Oui, et puis il y avait ce petit bout de 4 ans qui était sur mes genoux. 4 ans 4 ans, c'était le petit Saïd sur mes genoux. Il y avait la petite qui était à côté de moi qui avait 8 ans. Et là, aucun des trois n'imagine ce qui a pu arriver à leur mère. Alors, les 2 petits, absolument encore moins pas. Que le grand. Moins. Et puis, à cet âge-là, conceptualiser la mort, ils sont pas, au niveau du développement, ils sont pas encore prêts à comprendre et à... Le grand se doute de quelque chose, donc j'arrive à le faire manger un petit peu parce qu'il me pose beaucoup de questions. Je lui disais, mais je vais te répondre aux questions, mais on va prendre le temps, on va manger, on va essayer de... Donc, voilà, c'est vrai que ça a été des minutes interminables. Il y avait les professionnels aussi... du centre social qui étaient là, qui ont été très soutenants aussi. Donc vraiment, ils ont été vraiment beaucoup entourés. Et heureusement, parce qu'il y avait vraiment besoin sur la situation. Là, c'était vraiment compliqué. Et puis, on s'est retrouvés avec le psychologue qui était là aussi, puisqu'il y avait une équipe de Charles Perrins, plusieurs psychologues qui étaient déployés. Le cellule de soutien, Et du coup, on s'est retrouvés. Donc, on a été dans une pièce... un peu plus chaleureuse, avec un canapé où on pouvait s'asseoir, où on pouvait être en proximité. Et donc, lui, il leur a dit en français, donc, et moi, j'ai traduit en arabe. Et donc, quand on a expliqué, quand on a dit ça, donc le grand s'est posé sur moi, il a posé son épaule sur ma tête,
en se mettant à pleurer. Il m'a dit, je savais qu'il se passait quelque chose, mais je me doutais pas que c'était aussi grave. Et il me dit, en fait, c'est ma faute. C'est ma faute parce que je suis passée devant, je l'ai pas vue, j'aurais pu la secourir. Parce que quand il est sorti de la maison, en fait, son beau-père a tiré sur sa mère, sur les 2 jambes, et ensuite il l'a immolée, et il a été mettre le feu à la maison. Mais avant de mettre le feu, il l'a réveillée en lui disant « Sors vite de la maison ». Il est arrivé le jeune de 12 ans. Oui. Ok. Donc il l'a réveillé, et puis lui, il a pris peur, il a compris qu'il y avait le feu, donc il est sorti en courant pieds nus de la maison, et il a traversé la rue, et en fait, le corps de sa mère était sur le trottoir recouvert d'une couverture, et il ne l'a pas vu. Et en fait, il me dit, mais c'est pas possible parce que quand je suis partie de la maison, je suis partie pieds nus en catastrophe, en courant, je ne l'ai pas vu. Et donc, on lui a expliqué que le corps était là, qu'on l'avait recouvert. Ça a été vraiment compliqué. Donc, il s'en est beaucoup voulu, il était dans l'incompréhension. Et culpabilisé du fait d'avoir l'impression de ne pas avoir pu sauver sa mère. Il a culpabilisé de ne pas l'avoir accompagné à l'école ce jour-là pour aller chercher les enfants. Il a culpabilisé d'être passé devant et de ne pas l'avoir vue parce qu'il pensait qu'il pourrait la secourir. Oui, il y avait quand même beaucoup de culpabilité. Et puis, les 2 petits, j'ai essayé de leur expliquer. 8 ans, elle s'est mise un peu à pleurer. Et puis, 5 minutes après, elle m'a dit, mais quand même, elle sera là demain matin pour m'amener à l'école. Voilà, parce que j'ai ça et ça. Et donc, je lui ai expliqué en disant, non, maman, elle rentrera plus, etc. Bon, on a accompagné comme on a pu sur le moment parce que c'est difficile. Et ce qui a été le plus compliqué, c'était de les accompagner au foyer le soir et de les laisser là-bas avec cette information-là, avec ce vide autour d'eux et avec des personnes qui ne connaissaient pas. Donc ça a été vraiment un moment très très compliqué. C'était par rapport à ce que vous avez pu vivre par rapport à vos engagements, etc., qu'ils soient associatifs ou municipaux, c'était un des moments les plus compliqués que vous ayez vécu. Oui, c'est le moment le plus compliqué, je pense, et de ma carrière professionnelle, parce que finalement, quand on m'a demandé de venir en tant que traductrice, mais finalement, j'avais cette triple casquette, élue et psychologue. Aussi, et psychologue aussi. Et d'ailleurs, on a continué le suivi psychologique quand même quand ils étaient dans la famille d'accueil, le temps qu'ils aient un lieu stable et qu'ils aient un suivi. Mais oui, ça a été le moment le plus compliqué. Et puis, les amener au foyer ce soir-là avec la jeune fille qui me tient à la taille, qui me serre et qui me dit « Tu nous laisses pas là, tu peux pas nous laisser là ». Et le petit accroché à mon cou qui pleurait, et le grand qui devait être dans un autre centre parce qu'il était ado et donc il pouvait même pas être avec son frère et sa sœur. C'était vraiment un moment vraiment très compliqué. Il a fallu les laisser, j'ai été les coucher carrément dans le dortoir, etc. parce que c'était vraiment très compliqué. Et vous avez encore des contacts avec eux? Oui. Bon. On a gardé des contacts. Quand j'ai suivi le procès, j'ai revu aussi la famille toute la semaine. Là, je suis en contact avec les grands-parents, avec les enfants par les réseaux. C'est marrant parce que maintenant, ils m'appellent Tata. Donc, c'est mignon. Il y a un lien qui s'est créé. Bien sûr. Mais oui, on est encore en lien et je pense que ce lien, il perdurera longtemps. Et sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais ils s'en sortent, enfin, ils arrivent à passer le cap ou... Je crois qu'on s'en sort difficilement quand on perd sa maman dans ces circonstances-là, d'autant plus que... Surtout quand on culpabilise, comme l'aîné. Oui, tout à fait. Et puis, il faut savoir que les 2 grands étaient issus d'un premier mariage et le papa était décédé 1 an avant, immolé aussi par le feu. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup. Et bon, là, les grands-parents se sont installés en France, ils les élèvent, mais ça remplacera jamais une maman, même s'ils essaient d'apporter le maximum. Et le grand, quand je l'ai revu au moment du procès, donc il parlait parfaitement bien le français. Et il a eu son brevet, donc quand même c'est une belle fierté. Et le sujet qu'il avait choisi, c'était les violences conjugales. Et il a ému le jury. Donc quelque part, pour lui, le fait d'en parler, c'est une façon
d'aller d'exorciser un peu le truc. Enfin, je sais pas. L'exorcisme, c'est pas forcément le bon terme. Non, mais voilà. D'accepter et puis de se dire que voilà, elle sera toujours là à travers tout ce qu'il fait. Et puis il se donne aussi à fond dans ses études, dans tout ce qu'il entreprend, parce qu'il sait que si elle a subi tout ça entre guillemets, c'était parce qu'elle voulait le faire venir, et elle a subi du chantage de la part de son mari, des choses comme ça, parce qu'elle avait espoir que son fils vienne les rejoindre. Donc, pour réussir ici. Exactement. Donc du coup, voilà, il essaie d'honorer en fait sa mémoire avec tout ça. Question simple ou pas. Qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale? Ça va être quoi votre boulot là dans les années qui viennent? Parce que la cohésion sociale, c'est... Oui, c'est très vaste. Oui, c'est un grand sujet très vaste. Alors déjà, je suis très contente qu'on m'ait confié cette délégation parce qu'elle fait vraiment écho à mes valeurs, à tout ce qui peut m'animer. Donc dans la cohésion sociale, il y a le lien, il y a la solidarité, il y a l'écoute et la dignité de chacun. La cohésion sociale, elle se construit au quotidien, auprès des habitants. Mais comment un élu peut décréter ou faire en sorte que cette cohésion fonctionne? Enfin, je veux dire, c'est très personnel, la cohésion sociale. Si moi j'ai pas envie d'être sympa avec mon voisin, et qu'est-ce qu'un élu peut faire? Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mener dans ce cadre-là? Enfin, voilà, les c'est ça actions, le truc. c'est qu'on va pouvoir accompagner les associations de quartier, les associations sur le territoire, les centres sociaux, toutes ces initiatives-là qui vont, elles, sur le terrain, créer du lien, qui vont être plutôt dans l'inclusion, qui vont aller chercher les plus éloignés, etc. C'est ça la cohésion sociale. C'est vraiment la question du lien, de la solidarité, de l'inclusion et du vivre ensemble. Mais quelle est la différence donc entre cohésion sociale et vie associative ou animation territoriale? C'est un peu la même chose quand même, tout ça. Alors il y a des choses qui vont se recouper. Voilà. Dans la vie associative, on peut avoir des associations diverses et variées, sportives, ou d'autres associations qui vont pas forcément être dans le lien. Dans la cohésion sociale, c'est vraiment le vivre ensemble, que les habitants qu'on soit dans une proximité avec les habitants, qui puissent être en lien les uns avec les autres, qui puissent travailler, y trouver une solidarité. Voilà, c'est vraiment ça la cohésion sociale. Et c'est ce qui manque encore aujourd'hui, parce que on sait quand même que en la matière, beaucoup de choses sont faites à Mérignac, que les quartiers vraiment sont pris en compte parce que historiquement Mérignac est construite autour justement de ces quartiers. Chaque quartier, enfin, il y a encore beaucoup à faire. Alors, beaucoup à faire, il y a toujours à faire de toute façon. J'imagine. Voilà. Encore plus dans ce monde actuel où les choses sont compliquées. Mais la chance qu'on a, c'est que sur Mérignac, on a quand même un gros tissu associatif, on a une cohésion sociale qui fonctionne bien, on a des associations de quartier qui sont très fédératrices, et du coup, nous, on veut renforcer ce lien-là, donc on accompagne encore plus le tissu associatif, les centres sociaux, etc., pour qu'on aille un peu plus loin. Évidemment, sur certains quartiers, ça va demander plus de travail que d'autres, mais il existe déjà énormément de choses sur Mérignac. Le tissu associatif est très riche et le partenariat fonctionne très bien. Et qu'est-ce que vous répondez potentiellement à ceux qui peuvent vous dire beaucoup d'argent est dépensé toujours pour les mêmes? Parce que ça a été un peu... Alors, c'est qui les mêmes? Toujours les personnes qui sont effectivement exclues, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour eux. Ici, ils veulent pas s'inclure, tant pis pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ce discours aujourd'hui, le vivre ensemble. On est bien d'accord, par les temps qui courent. C'est quand même de plus en plus compliqué de pouvoir... Oui, c'est sûr qu'on a un contexte national et un contexte international qui tend plus vers la division que l'union, évidemment. D'où la cohésion sociale. Exactement. Mais au niveau local, en tout cas sur Mérignac, c'est pas quelque chose qui se ressent comme ça. Alors, évidemment, il y aura toujours de la discrimination, il y aura toujours de l'exclusion, il y aura toujours... Et nous, on va œuvrer à justement venir travailler sur ça.
Mais ces personnes-là, je leur répondrai que il y en a pour tout le monde. Et puis sur la cohésion sociale, elle est très large. Elle va pas s'intéresser, par exemple, que aux personnes DQPV ou aux plus démunis. Elle va s'intéresser à tout le monde. Il y a vraiment pas de là vraiment on est sur un plan égalitaire. Ça va concerner toutes les personnes d'un quartier. Ça va pas concerner. C'est pour ça d'ailleurs que sur chaque quartier de Mérignac, on a des exactement. Il y a un représentant, des élus, des associations. Est-ce que c'est justement alors l'un des petits plus de l'élection de Thierry Trigoulet qui met beaucoup l'accent sur justement les quartiers? Oui, on a l'impression que c'est quelque chose d'important pour lui. Oui, c'est très important pour lui, la proximité avec les habitants, que tout le monde trouve sa place dans la ville de Mérignac, quel que soit le quartier, quelle que soit son origine, quel que soit... voilà, il y a pas de différence. Il faut que tout le monde puisse vivre ensemble et se sente bien sur Mérignac. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Thierry Trigoulet... veut mettre en œuvre, qui est déjà mis en œuvre, mais qui veut renforcer. Exactement. C'était assez clair lorsqu'il a évoqué effectivement son élection. Il a assez rapidement mis en avant l'importance pour lui des quartiers et que surtout dans chaque quartier il y ait un référent de la mairie et qui puisse faire remonter éventuellement les besoins, les nécessités, les desiderata, les problèmes. Enfin voilà. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que sur chaque quartier, on a des associations, celles qui font partie du G10, des 10 quartiers, avec des représentants de la mairie qui y siègent. Et ce travail de proximité, c'est un travail de longue haleine qui se travaille déjà depuis plusieurs mandatures sur Mérignac et qui se renforce à chaque nouvelle élection. Et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, parce que ce qui est important, on le sait, Mérignac, je l'ai dit tout à l'heure, a été construit beaucoup autour justement de ces quartiers. 10 quartiers quand même qui font une municipalité, mais mine de rien, chaque spécificité des quartiers est reconnue et on fait avec. C'est ça à votre avis, qui a permis notamment cette prise en compte, beaucoup d'autres choses, mais à Thierry Trigoulet d'être un peu par surprise quand même, faut bien le dire, être élu au premier tour. Oui, alors je pense que les Mérignacais voient aussi le travail qui est fait sur Mérignac, voient cette volonté aussi d'inclure tout le monde. C'est vrai que cette notion de quartier, elle est très importante parce que ça permet de laisser personne sur le carreau. On s'intéresse vraiment à tout le monde. Tous les quartiers sont pris en compte, chacun avec sa spécificité, évidemment. Et donc, ce qui aurait peut-être à renforcer, c'est le travail interquartier. Parce que sur chaque quartier, il y a beaucoup de richesse, beaucoup de travail, mais peut-être qu'on peut développer un peu plus l'interquartier. Oui, c'est un petit peu, pas la guerre, mais bon, voilà, je sais que quand on est à Mérignac, on est d'abord de son quartier avant d'être Mérignacais. Quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a chacun a son identité de quartier. C'est une identité forte, mais je pense que alors après avec comment dire. Avec les ateliers de quartier qui étaient mis en place et sur la fin de la mandature, on a réuni tous les quartiers. Et c'était plus une fierté de montrer ce qu'on a pu faire sur notre quartier. Et puis aussi, c'était un échange et un partage de dire... Pourquoi pas reprendre des idées t'as fait ça, c'est chouette, bonne idée, moi je vais le faire aussi. Et nous, on a fonctionné comme ça, et nous, on a mis ça en place. Et puis, il y avait un vrai dialogue entre les personnes qui ont participé aux ateliers de quartier pendant 6 ans. Et il y avait aussi une demande de se dire, on aimerait bien continuer ce travail-là, interquartier, et échanger peut-être un peu plus souvent pour harmoniser et puis qu'il y ait là aussi une cohésion. C'est ça l'animation territoriale de votre délégation? Ça en fait partie aussi. C'est très est-ce que vous avez eu de la part de Thierry Trigoulet ou d'autres une explication de texte concernant là où on vous attendait? Pour l'instant, on n'a pas eu la feuille de route, ça va pas tarder à arriver. Mais par contre, j'ai beaucoup échangé avec Anne-Eugénie Gaspard qui était sur la délégation avant moi et avec qui on partage beaucoup de valeurs communes et auxquelles on est attachés toutes les deux. Donc ça en fait partie aussi. Mais c'est vrai que la cohésion sociale, c'est un gros morceau et voilà, ça peut aussi... Vaste sujet. Oui. Qui concerne, qui en plus est un sujet transversal, et qui peut interroger ou qui peut intéresser
beaucoup d'autres délégations d'adjoints à la mairie de Mérignac. C'est ce qui fait la richesse de cette délégation, parce qu'on va autant travailler avec l'éducation que la jeunesse, que la culture, que le sport, que plein de choses. Et on tient beaucoup, nous, à cette transversalité. Merci beaucoup, Samira El-Kadir, d'être venue nous expliquer un petit peu. Est-ce que, tiens, encore une petite question quand même. Est-ce que vous avez une idée d'une première action un peu forte? Vous avez eu le temps d'y penser? Oui, dans le cadre de votre délégation, là, en disant, tiens, voilà. Oui, alors développer le travail avec les jeunes filles sur les quartiers, notamment sur les QPV. Alors, les QPV, c'est les quartiers politiques de la ville, oui, des demandes qui étaient faites sur la fin de la mandature, des projets en cours. Et donc, je pense que là, il y a une des actions qui est en cours sur les QPV, les jeunes filles. Ouais, parce que c'est compliqué pour elles. En termes identitaires, etc., oui, ça peut être compliqué. Et en termes d'égalité filles-garçons, d'autant plus. Donc voilà, donc c'est toute cette question-là qu'on a creusée à partir d'un projet qui est mis en place avec une danseuse professionnelle pour pouvoir s'assumer en tant que jeune fille dans un quartier, ce soit en tenue vestimentaire et identitaire, exactement. Ouais, donc, c'est un peu ça qui est compliqué. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans certains quartiers, il faut correspondre à une certaine image et qu'on n'a pas le droit de... Très clair, très strict, très net. Aujourd'hui, il faut se battre quand on est entre guillemets une jeune fille dans ce genre de quartier. Oui, il faut se permettre avant tout d'exister, parce qu'on a des jeunes filles qui vont s'effacer, qui vont pas s'autoriser pour diverses raisons. Et c'est toutes ces raisons-là qu'on veut creuser et qu'on veut accompagner. Alors, vous étiez, je l'ai dit tout à l'heure, concerné par tout ce qui était l'égalité homme-femme. Vous ne l'êtes plus. Enfin, en tout cas, au niveau de votre délégation, c'est pas ce que je dis. En revanche, il y a quand même un élu délégué à cette question, égalité homme-femme. Alors, si je dis un élu, c'est parce qu'il s'appelle Denis Abran. Et le fait que ce soit un homme qui s'occupe de ça, c'est pas mal, non? C'est même très bien. Je trouve que ça... Ça change un peu, là, pour le coup. Oui, ça change un peu. Et puis, surtout, ça montre que les hommes se sentent concernés aussi par la cause, et pas simplement en le disant, mais en étant dans l'action. Et donc, je trouve que c'est très bien aussi que ce soit un homme qui puisse porter cette délégation-là. C'est un message fort qui est envoyé aussi. On sait, enfin, quand vous êtes psychologue, donc vous savez forcément l'importance des symboles. Tout à fait. Donc voilà, donc je suis ravie que ce soit Denis Abran. En plus, on travaille ensemble sur la vie associative, parce qu'il est aussi sur la vie associative, mais on travaille aussi ensemble sur cette délégation-là de l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, j'en suis ravie. Il ne vous reste plus qu'à vous retrousser les manches. C'est ça, et à se mettre au travail. El-Kadir, parce que adjointe déléguée à la cohésion sociale, à l'animation territoriale et à la vie associative. Voilà une belle délégation, mais qui donne, j'imagine, beaucoup de boulot. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par chez nous. Merci à vous. Merci.